Merci beaucoup. Et je dois dire avant de commencer que je suis vraiment très content de partager ce panel si riche et j'espère que ma contribution apportera des éléments à ce débat-là en toute modestie quand je vois la qualité du panel que nous partageons aujourd'hui. Euh, mais pour commencer, bon, je ne vous apprends rien en disant que nous vivons dans une tension internationale qui s'intensifie de plus en plus et qui va déterminer la géopolitique des années à venir. Et cette tension, elle est due au déclin de la puissance américaine qui a dominé le monde pendant des décennies et qui fait face à l'émergence d'une nouvelle puissance qui est la Chine. Et soyons pas naïfs, les États-Unis feront tout pour maintenir leur position de domination, même si elle est intenable aujourd'hui et même si elle entraîne une guerre violente et catastrophique pour toutes les populations mondiales. Cette guerre froide menée par les États-Unis contre la Chine ne peut pas nous laisser indifférents. Cette nouvelle guerre froide c'est une menace pour la paix dans le monde entier et elle entraîne la militarisation de sociétés entières, ce qui se fera également au détriment de l'espace démocratique pour les syndicats et les mouvements d'action combatifs. De plus, la guerre froide engloutit des masses d'argent, ce qui va aux dépenses militaires ne va pas aller dans les dépenses sociales. Et pour résumer ce point, la classe travailleuse va payer pour les intérêts des classes dominantes. Et c'est pourquoi nous nous préoccupons de la position de notre pays, la Belgique, et de l'Union européenne dans cette question. L'Union européenne, aujourd'hui, avance l'idée et son ambition de devenir une puissance mondiale forte, une puissance impérialiste, il ne faut pas se tromper là-dessus, ce qui implique la conquête de matières premières, de débouchés pour ses propres multinationales. L'establishment européen considère toujours l'Afrique comme une arrière-cour de l'Europe où les pays européens ont le droit d'entreprendre une intervention militaire conjointe. Ces élites européennes sont divisées aujourd'hui sur la manière d'y arriver. Les uns veulent rester dans le sillage des Américains coûte que coûte, même si cela signifie de les suivre dans une guerre froide contre la Chine. Mais d'autres veulent adopter une politique plus indépendante, mais elles aspirent toutes à une politique qui soutient avant tout les intérêts économiques et géostratégiques des grandes multinationales européennes dans une politique impérialiste. Washington, par exemple, exige que ses alliés de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires pour les années à venir. Et pour la Belgique, l'objectif de l'OTAN est de consacrer 2% de son PIB aux dépenses militaires, ce qui vaut à une augmentation de 5 milliards par an. 5 milliards qui ne vont pas aller pour tous les besoins sociaux et écologiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et par le biais de l'OTAN et des traités européens, aujourd'hui, l'Europe est entraînée par cette locomotive américaine. Les États-Unis font pression sur les États membres de l'Union européenne afin qu'ils adoptent une attitude hostile à l'égard de la Chine et des investissements chinois en Europe. L'accord d'investissement de la fin de l'année 2020 entre la Chine et l'Union européenne s'est immédiatement heurté à la colère des États-Unis. Washington a entraîné des forces politiques européennes dans son sillage qui l'accompagnent dans la rhétorique incendiaire et dans des mesures de guerre froide. Mais pourquoi l'Europe devrait-elle suivre docilement Washington dans cette nouvelle guerre froide? L'Union européenne et les pays européens peuvent choisir de rompre l'alliance unilatérale avec les États-Unis. Et surtout que cette politique étrangère aujourd'hui en tout cas dans mon expérience de député, parce que ces attaques contre la Chine ne font que s'amplifier. On a déjà eu une résolution sur la situation des Ouïghours, mais c'est une résolution qui rentre vraiment dans un climat de guerre froide. Et en Belgique, on était les seuls partis à s'opposer à cette logique-là.
Et on utilise, on va dire, un rouleau compresseur pour faire pression sur l'opinion publique et sur tous ceux qui amènent une voix, on va dire, dissidente à cette idéologie de guerre froide. Il y a une pression énorme, et notamment cette pression est motivée par la défense des droits humains, ce qui est la plus grande hypocrisie de mon point de vue, parce que les droits humains aujourd'hui sont instrumentalisés pour des intérêts géostratégiques. Parce que on ne parle pas des droits humains quand il s'agit des alliés des pays occidentaux. On ne parle pas des droits humains quand on voit la souffrance du peuple palestinien et, qui fait face à la colonisation, et que les pays occidentaux n'entraînent aucune action, aucune sanction à ce niveau-là. La même chose quand on voit le massacre que l'Arabie saoudite a fait au Yémen. Ben, l'Arabie saoudite, qui est un grand exemple de démocratie, ça je ne vous l'apprends pas, est épargnée par toute sanction et par toute hostilité du monde occidental. Et j'en passe, les exemples, je crois qu'il y en a plein. Il y a la Colombie, il y a ce qui se passe en Inde. Je pense que vous savez un peu tout ce genre d'exemples qui démontrent cette hypocrisie occidentale. Et je trouve que les relations internationales aujourd'hui sont l'un des domaines qui illustrent le plus à quel point le système mondial capitaliste est sous tension et qu'il arrive à ses limites. Une paix durable ne peut être garantie que dans une société qui ne se base pas sur la concurrence et le profit, mais sur la coopération et la solidarité, sur la démocratie politique et économique, sur la satisfaction des besoins sociaux et écologiques. Et dans cette perspective, nous nous engageons dans les relations et initiatives internationales qui empêchent et préviennent les conflits, les interventions, la militarisation et les menaces de guerre. Il est important que la classe travailleuse, que la jeunesse s'engage contre l'impérialisme et la guerre. Elles peuvent contribuer à façonner un vaste mouvement pour la paix, comme elles l'ont fait dans les années 80, lorsque des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue contre les missiles nucléaires, la course aux armements pendant la guerre froide. Donc, il faut reproduire ce mouvement-là, ce mouvement de résistance qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Et nous nous opposons à toute politique de polarisation dangereuse que les États-Unis veulent imposer au monde entier. Nous choisissons la coopération internationale sur un pied d'égalité, la coexistence pacifique, la non-ingérence et le respect de la Charte des Nations Unies. C'est le choix d'une approche qui est préventive, basée sur le droit international, la diplomatie et le dialogue. Ce choix offre des meilleures perspectives sur le plan du progrès social. Et je pense que ça va être compliqué on va dire, de tenir ce discours face, comme j'ai dit, au rouleau compresseur aujourd'hui. On voit que tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour aliéner, on va dire, l'opinion publique sur la pertinence d'une guerre face à la Chine, qui est motivée principalement par des contradictions économiques et géopolitiques, et seulement ça. Mais que dans cette tension et ce rouleau compresseur, nous avons besoin vraiment d'un contrepoids populaire, d'un contrepoids avec la jeunesse, avec les travailleurs, les syndicats, les organisations internationales, les ONG, pour créer ce front commun anti-impérialiste et contre la guerre froide, parce que on voit le résultat de cette politique impérialiste aujourd'hui. On nous a vendu que si on intervient en Irak, c'est pour défendre les droits de l'homme, et qu'une fois qu'on va intervenir, ça va devenir une grande démocratie. On voit la situation en Irak aujourd'hui et qu'est-ce que ça a produit quand on voit la naissance de Daesh et ainsi de suite. On nous a dit la même chose en Libye, et on voit aujourd'hui que la Libye est un des pays où l'esclavage est à la mode aujourd'hui. Regardons la situation des pays africains. Oui, je vois, il me reste 2 minutes. Mais j'arrive à la fin de mon intervention. Donc, c'est pour rappeler, en tout cas, que c'est vrai que c'est difficile sur le moment, et je l'ai vécu moi personnellement au sein du Parlement belge, quand tous les partis
traditionnel, tout l'establishment, ils peuvent avoir des oppositions de façade, mais sur le fond, ils sont tous d'accord. Et on voit que ils essayent de isoler et de diaboliser en fait toute personne qui vient avec ou tout mouvement qui vient avec une autre voie, en tout cas qui n'accepte pas cette logique de guerre froide. Mais nous devons faire face et nous devons nous renforcer pour gagner cette confiance et faire face à ce rouleau compresseur et maintenir cette position parce que c'est la seule position qui peut garantir la paix et la solidarité dans le monde. Et ce n'est pas en allant bombarder qu'on va régler les problèmes. Et c'est pour ça que nous continuerons ce combat et j'espère que cette plateforme permettra d'élargir ce front international.